à tous et merci de nous rejoindre pour une émission Ensemble contre le virus. Nous sommes en direct jusqu'à 11h30. Et oui, la Nouvelle-Aquitaine n'est plus épargnée par le coronavirus. Alors c'est vrai qu'on en parle beaucoup depuis pas mal de jours, mais je suis sûre que vous avez encore des questions et c'est pour ça qu'on a décidé de vous proposer cette émission spéciale aujourd'hui. Une émission interactive. Il faudra que vous nous posiez toutes les questions que vous avez pendant cette émission. Donc en direct, je le répète. Bonjour Delphine. Bonjour Vanessa, bonjour à tous. Et c'est vous qui serez le relais de nos téléspectateurs ou de nos internautes qui pourraient avoir des questions. Et oui, vous pouvez poser vos questions sur les 3 pages Facebook de France 3, France 3 Aquitaine, France 3 Poitou-Charentes et France 3 Limousin. Et puis un numéro de téléphone à retenir, c'est le 05 55 04 32 00. Et c'est Christelle qui vous répondra. Et puis nos experts ici répondront à vos questions. En tout cas, essaierons d'y répondre et je suis ravie de vous accueillir tous les trois. Bonjour, docteur Michel Boulot. Bonjour. Vous êtes médecin inspecteur de santé publique à l'ARS Nouvelle-Aquitaine. L'ARS, c'est l'Agence régionale de santé pour la Haute-Vienne. Merci d'être parmi nous. Bonjour Marie-Michel Bourrat. Bonjour Vanessa. Psychiatre de l'enfant et de l'adolescent. Il nous a paru intéressant d'avoir votre éclairage sur ce qu'on doit dire ou pas à nos plus jeunes, à nos enfants, à nos adolescents, peut-être pour éviter une psychose qui tend à se développer un petit peu. Merci d'être parmi nous et merci aussi Jacques Robert d'être présent, représentant de l'UFC Que Choisir de la Nouvelle-Aquitaine. Bonjour Vanessa. Et c'est vrai que je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur des voyages peut-être qu'ils ont réservés, qu'il faudra peut-être annuler. Donc quels sont les recours? Vous nous direz tout. Et puis on est aussi ravis d'avoir en duplex de Bordeaux Anne Bizanifort. Bonjour. La rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine. En ces temps de rentrée scolaire pour les jeunes néo-aquitains, il y a aussi pas mal de questions qui se posent sur les mesures contraignantes qui pourraient être prises. Donc vous restez avec nous toute l'émission et merci à vous. Première question, ce sera pour Michel Boulot, notre médecin aujourd'hui. Les derniers chiffres, effectivement, au niveau national, ont été donnés hier. 1126 personnes contaminées par le coronavirus. 19 sont décédées. Est-ce qu'on a des nouvelles plus fraîches, plus récentes ? Oui, on aura des chiffres officiels qui nous seront donnés en fin de matinée, à midi. Bien évidemment, ce chiffre va augmenter. L'épidémie est en cours, elle progresse. Et on le voit bien sur ce qui s'est passé dans la journée d'hier. On a eu une progression, je dirais, très importante du nombre de cas confirmés. En Nouvelle-Aquitaine, on est à combien ? En Nouvelle-Aquitaine, actuellement, nous sommes à 29 cas. 29 cas. Voilà, ce qui, pour l'heure, nous donne une incidence assez faible par rapport à d'autres régions. Mais nous sommes aujourd'hui. Alors, je crois qu'on a une première question. Oui, on a une question de Marie de Bordeaux. La presse relaie chaque jour le nombre de cas dans les départements et leur état de santé. Un cas de plus en Gironde suite au rassemblement religieux. Ma question, recherche-t-on toujours les cas contacts ou laisse-t-on se propager l'épidémie tout en sachant que les tests ne sont plus effectués que sur les cas graves, donc minoration du nombre de cas réels ? Non, actuellement, nous sommes toujours au stade 2 du plan. Donc, il est évident que tous les sujets contacts sont suivis de très près, puisque nous, dans les départements, nous appelons quotidiennement, je dis bien, chaque sujet contact. Pour l'heure, nous sommes au stade 2. Il est bien évident que si nous sommes débordés, si on passe au stade 3, on sera sûrement dans des préconisations différentes. Mais actuellement, tous les sujets contacts sont suivis et tous les cas possibles, c'est-à-dire les gens qui peuvent être porteurs de ce virus, sont contrôlés sur le plan biologique. Pour l'heure, tout le monde. Le stade 3 paraît quand même assez inexorable. On ne va pas y couper. Oui, l'épidémie avance. On sera un jour ou l'autre, peut-être prochainement, au stade 3. Alors, c'est quoi le stade 3 ? Eh bien, je vous propose quelques éléments de réponse en vidéo. T'as entendu parler du stade 3 pour le coronavirus ? Oui, mais c'est quoi la différence avec avant ? Le stade 3, c'est le seuil d'alerte maximum. Il est déclenché lorsque le virus ne se limite plus à certains endroits localisés, mais circule partout dans le pays. On passe donc à un stade dit épidémique. Il n'est plus question d'endiguer la maladie, mais d'atténuer la vague épidémique et de veiller à ne pas saturer le système sanitaire pendant une durée de 8 à 12 semaines. Montée en puissance du SAMU, renfort de personnel, médecins libéraux, infirmiers, dispensaires, aides à domicile, tous les acteurs de la santé sont réquisitionnés. Pour ne pas engorger les établissements, seuls les cas les plus graves sont hospitalisés. Les autres patients doivent rester chez eux. Ils bénéficieront d'une prise en charge en ambulatoire. En plus des mesures concernant le système de santé, de nouvelles mesures restreignent la vie en collectivité, comme la limitation des activités culturelles, sportives ou la fermeture graduelle de crèches et d'établissements scolaires.
La suspension de certains transports en commun est aussi envisageable, tout comme des mesures imposant le télétravail, voire du chômage partiel. Mais pour l'essentiel, ces mesures seront prises au cas par cas, en fonction de zones particulières. On se rassure, le pays ne sera pas à l'arrêt. Alors, je vous rappelle un numéro de téléphone si vous avez des questions à nous poser pour cette émission spéciale en direct. C'est le 05 55 04 32 00. N'hésitez pas, nous tenterons d'y répondre. Alors, on entendait dans la petite vidéo, le pays ne sera pas à l'arrêt, vraiment, docteur Boulot. On voit ce qui se passe en Italie, 15 millions de personnes en quarantaine depuis hier. Pour l'instant, il faut suivre l'évolution de l'épidémie. Nous ne sommes pas encore au stade 3 du plan pandémie. Quand nous serons au stade 3, effectivement, les mesures se prendront au cas par cas. Ça a été dit dans votre reportage. Et effectivement, il y a une graduation dans les mesures qui sont prises en phase 3, qui vont et qui peuvent effectivement aller jusqu'à des mesures assez contraignantes qui touchent à la liberté de circulation, un peu sur le mode de ce qu'on voit actuellement dans le nord de l'Italie. 15 millions, la moitié de la population italienne en quarantaine, c'est vrai que ça peut faire un petit peu peur. Oui, ça c'est bon. Après, ce sont les décisions prises par le gouvernement italien. La situation dans le nord de l'Italie en particulier n'est pas comparable à celle de la France en nombre de cas. Je vous rappelle que je n'ai pas les chiffres exacts, mais je pense qu'ils ont dépassé 400 décès hier. Donc on n'est pas du tout dans la même situation pour l'heure. Les décisions sont prises par qui? Par le gouvernement, mais aussi par, je ne sais pas, par la... Alors les décisions pour le passage RS. au stade 3 du plan, elles sont prises effectivement par le gouvernement. Qui s'appuie sur évidemment les avis techniques des différents acteurs compétents dans ce domaine. Alors je crois qu'on a une première question, Delphine. On a une première question avec nous par téléphone, c'est Morissette. Bonjour Morissette. Bonjour madame. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Alors vous êtes un petit peu inquiète Morissette, vous êtes de Poitiers, c'est ça? Oui, je ne suis pas inquiète, mais Non. merci d'abord de me recevoir, mais je ne suis pas inquiète, mais j'aimerais quand même avoir quelques petits renseignements. Voilà, si vous permettez, je suis âgée de 87 ans, donc je pense une personne à risque. J'habite le plein centre de Poitiers et je voudrais savoir si, à l'heure actuelle, je peux faire mes petites courses dans les magasins environnants. Eh ben, c'est une question effectivement pertinente, Oui, docteur. que beaucoup de gens doivent se poser d'ailleurs. Est-ce qu'on peut faire ces courses? Bien sûr. Pour l'heure, une fois de plus, nous sommes au niveau 2 du plan. Rien n'interdit à quelqu'un qui n'est pas malade de circuler. Même à 87 ans, comme le disait Morissette. Bien sûr, à 87 ans, je dirais que c'est le reste de la population qui doit individuellement faire attention à cette dame. On peut rappeler peut-être les personnes à risque, quelles sont-elles? Alors les personnes à risque, souvent on a l'habitude de dire les personnes âgées, mais c'est pas parce qu'elles sont âgées, c'est parce que souvent les gens âgés ont des pathologies chroniques, ils sont des gens, nous appelons ça polypathologiques. Voilà. Mais vous avez également tous les gens qui ont des pathologies infectieuses chroniques ou des pathologies respiratoires, cardiovasculaires, des gens qui ont une diminution de leur immunité, c'est-à-dire de leur capacité à se défendre contre les microbes. Et puis on a Madison qui a une question par rapport aux bébés. Est-ce que c'est les enfants en bas âge comme ça sont des personnes fragiles, à risque? Potentiellement, bien sûr. Et bien pourtant, sûr. on sait que les enfants sont moins touchés que le reste de la population. Alors pour l'heure, c'est un sujet un petit peu compliqué parce que pour l'heure, effectivement, l'épidémiologie nous laisse penser effectivement que les enfants sont moins touchés. Mais je pense que ça, au stade où nous en sommes, on ne peut peut-être pas l'affirmer aujourd'hui. Enfin, Donc, moi, je ne prudence. l'affirmerai pas. Vous semblez effectivement Je prudent. crois qu'il faut être prudent avec les enfants en très bas âge. Ouais. Je reviens à la question de la dame tout à l'heure. Il est bien évident que les mesures que nous demandons, c'est de réduire les activités sociales. Ça veut tout dire et peut-être rien dire, mais ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas obligé, surtout si nous passons au niveau 3, si l'épidémie progresse, quelqu'un qui n'est pas obligé de sortir dans un magasin, en particulier une grande surface, reste chez lui. Hein. Voilà. On a une autre question, c'est Corinne qui nous la pose en vidéo. On l'écoute. Bonjour, je m'appelle Corinne, je vis dans un petit village. Je voudrais savoir comment faire si on pense avoir les symptômes du coronavirus alors qu'on vit dans un village où il n'y a pas de médecin. Comment être dépisté? Oui, intéressant aussi pour tous ceux qui habitent en zone rurale dans notre grande région, docteur Boulot. Je vous réponds parce que dans le cas particulier, la première étape ne passe pas par le médecin généraliste. Je dis bien la première étape puisqu'elle est téléphonique.
Simplement, quand on a, entendons-nous bien, être quelqu'un qui est ce que nous appelons nous un cas possible, c'est-à-dire quelqu'un que nous allons prélever pour savoir s'il est porteur du corona, c'est quelqu'un qui a des signes cliniques, c'est-à-dire qui n'est pas bien, qui a des signes respiratoires, j'entends bien, mais c'est aussi quelqu'un qui vient soit d'une zone à risque, soit d'une région de France dans laquelle il y a des clusters, c'est-à-dire des cas groupés en fait, on en a beaucoup parlé. Voilà, soit quelqu'un qui effectivement est le cas contact d'un malade ou quelqu'un qui a pu approcher un malade. C'est ça, c'est pas tout le monde, heureusement, toute personne enrhumée ne doit pas faire le 15 oui, c'est pour poser la question. Attention, effectivement, donc on demande effectivement à ces gens qui sont des cas suspects, disons, d'interroger le 15 par téléphone, et ça je crois que c'est le ministre l'a rappelé, puisqu'il a reparlé de télémédecine hier très clairement, en disant qu'il fallait favoriser la télémédecine. Je pense que c'est intéressant. Et ça, si on passe au stade 3 aussi, hein, toujours. Ben, ça sera surtout si on passe au stade 3, bien sûr, bien sûr. Delphine ? Il y avait une question aussi de Lucas par rapport aux établissements scolaires, mais Vanessa, je pense qu'il y a peut-être quelqu'un qui va répondre mieux que nous. Alors, savoir s'il y a des mesures spécifiques. Et effectivement, on a la chance d'avoir la rectrice en duplex depuis Bordeaux. Est-ce qu'on a des mesures qui devraient être prises, en tout cas si on passe en stade 3 de l'épidémie ? Alors d'abord, vous dire que, puisque c'était la rentrée ce matin, dans les 3 académies, elle s'est très bien passée. Les jeunes et les enfants sont bien en classe, à l'immense majorité d'entre eux. Vous savez qu'il y a dans toutes les écoles et dans les établissements affichés ce qu'on appelle les mesures barrières, hein, se laver les mains, tousser dans son coude, avoir un mouchoir en papier jetable. Et donc, s'il y a des suspicions, finalement, pour un personnel ou pour un élève dans l'école ou dans l'établissement, il y a un réflexe qui est le 15 et d'isoler la personne le temps que la prise en charge soit faite par les services de santé. Voilà les mesures, hein, il n'y a pas d'autre inquiétude. Il y a déjà effectivement des zones de confinement qui sont prévues dans tous les établissements scolaires. Alors, vous savez, la zone de confinement, c'est que la personne, l'élève ou le professeur s'installe dans une pièce isolée, mais c'est pas, enfin, on n'est pas dans une autre mesure de confinement en attendant que les services de santé viennent faire leur travail si cela se produisait. Pas d'autres éléments et pas d'inquiétude donc. Si jamais on devait passer au stade 3, peut-être dans les heures ou dans les jours qui viennent, est-ce que là, on pourrait quand même se dire que les établissements vont fermer en partie ? Alors, comme vous avez pu le voir, et le docteur l'a rappelé, dans d'autres départements où il y a des regroupements, il y a des décisions qui ont été prises au niveau des services de santé, de la préfecture, en liaison avec les rectorats, de fermer des établissements. Et comme le docteur l'a dit aussi, les mesures seraient prises de façon graduée et au cas par cas. Donc il n'y aura pas de réponse systématique entre une école, un établissement ou un département. Donc il est trop tôt pour, dans notre région, répondre précisément à cette question, je pense. Après, est-ce qu'il ne faut pas anticiper un petit peu quand on est parent et qu'on a des enfants et qu'on se dit peut-être l'école va fermer? Comment ça se passe au niveau des moyens de garde? Il y a des choses qui pourraient être mises en place ou c'est à chacun de se débrouiller? Alors, il y a deux choses. Au niveau de nos services académiques, dans les 3 académies, nous sommes pleinement mobilisés depuis avant la rentrée scolaire, depuis avant aujourd'hui, pour nous préparer, si c'est nécessaire, à ce qu'on appelle la continuité pédagogique, c'est-à-dire tenir le lien pédagogique entre le professeur et l'élève. Donc, vous savez, ça a été fait déjà dans d'autres départements, dans d'autres régions. L'appel, donc le contact pris entre l'établissement et la famille avec le CNED, qui offre le service Ma Classe à la maison. Mais cela ne résume pas du tout toute la préparation, puisque les équipes pédagogiques vont être en lien avec les parents pour les plus jeunes enfants et puis avec les élèves directement pour les collèges et les lycées. Et donc, c'est déjà organisé très bien dans d'autres départements et nous préparons avec un élément intéressant qui est le développement finalement du numérique éducatif,
ce qu'on appelle tous les services, vous savez, les environnements numériques de travail. Ça, c'est pour la partie lien pédagogique. Et pour la partie garde, nous aurons la possibilité de proposer des autorisations exceptionnelles d'absence pour les parents qui doivent garder des enfants de moins de 16 ans. Merci pour ces précisions. Marie-Michèle Bourrat, ça pose aussi toutes les questions comment parler finalement au sein des établissements scolaires, mais aussi en famille, comment parler de ce virus aux enfants peut-être pour éviter une psychose chez les plus jeunes. Alors, je crois que déjà qu'il faut différencier entre les jeunes enfants et puis, comme le disait Madame la rectrice, les collèges et les lycées où c'est pas du tout le même type de problème. Mais je serais partisane que l'on utilise cette expérience pour leur donner un sens de la vie. C'est-à-dire, le premier, c'est qu'on n'a pas la possibilité de maîtriser la vie. Il nous arrive cet incident-là aujourd'hui, il nous en arrivera d'autres demain. Nous sommes à la merci, nous n'avons pas la possibilité de gérer ce qui nous arrive. C'est pour ça que la vie est si précieuse. Et c'est pour ça que la violence est une destruction de la vie et doit être évitée. On pourrait déjà leur apprendre ça. Alors, pour les petits de 3, 4, 5 ans, c'est difficile en même temps? Pas du tout. Question philosophique. Pas du tout, c'est pas du tout difficile. Ils comprennent très très bien cette question. Et ils la comprennent vraiment très bien. C'est-à-dire que c'est... Comme vous le disiez tout à l'heure, docteur, c'est l'ensemble de la population qui doit protéger la vieille dame. Eh bien, c'est l'ensemble de la population qui doit protéger les bébés, les personnes âgées, les personnes à risque. Et les mesures qu'on leur propose sont des mesures toutes simples, les mesures d'hygiène, les mesures... Vous avez parlé de mesures barrières, Madame la rectrice a parlé de mesures barrières. On a la possibilité de leur montrer que ça n'est pas quelque chose d'ennuyeux, quelque chose qu'on leur fait faire pour se débarrasser, mais quelque chose qui a une utilité. Par contre, on ne pourra jamais lutter contre tous les virus. On va venir à bout du coronavirus. Ce que je crois important, c'est de ne pas laisser les enfants seuls devant une information brute. Donc attention aux écrans de télé qui tournent effectivement en boucle avec les informations. Absolument, absolument, parce que là, les enfants entendent en fonction de leur compréhension. Et un petit enfant, il va entendre mort. Et c'est dommageable pour lui, parce que s'il n'a pas l'explication immédiatement, il va prendre peur. Alors, en parlant des enfants, on a Marianne avec nous par téléphone. Marianne, bonjour. Allô, oui, bonjour. Bonjour, vous nous appelez d'où, Marianne? Je vous appelle d'Ambarès. Alors, Marianne, vous avez une idée, une suggestion? On vous écoute? Bon, c'est pas vraiment une suggestion, c'est plutôt une question. Oui. On vous écoute. On vous écoute. Voilà. Au fait, ce que je comprends pas trop, bon, je suis pas professionnelle, mais je comprends pas pourquoi on ne prend pas des mesures de prévention pour les enfants en fermant les écoles et on attend que ça brûle, quoi. C'est-à-dire, on attend qu'il y ait d'abord le virus sur place et maintenant prendre des mesures. Je comprends pas pourquoi les mesures préventives ne sont pas mises en place, au fait. Alors, je crois que c'est Anne Bizanifort qui va peut-être pouvoir vous répondre depuis Bordeaux. Alors, je peux vous répondre, mais en liaison étroite avec l'Agence régionale de santé, qui le dira sûrement mieux que moi. En fait, quand on est au stade 2, ça veut dire que le virus, il circule dans certaines parties du territoire et ni plus dans la ville qu'à l'école. C'est la raison pour laquelle nous privilégions la continuité du service public, le fait que les enfants ont accès aux apprentissages et que lorsqu'il y a par contre une situation, je vous donne un exemple, madame, un jeune dont nous savons, parce qu'il l'a déclaré avec sa famille, qu'il revient d'une zone en France ou à l'étranger, mais par exemple prenons en France de l'Oise ou du Bas-Rhin. Eh bien, il a pour consigne de surveiller sa température et s'il y avait le moindre signal, il y aura une mesure s'il y a un cas suspect, si vous voulez, il y a une éviction, à ce moment-là, il reste à la maison. Donc, on est bien très vigilant, mais on n'empêche pas le fait que tous les enfants puissent aller à l'école pour progresser. Mais peut-être le docteur voudra compléter. Docteur Boulot, et finalement, est-ce qu'on n'en fait pas trop? Est-ce qu'on n'est pas aussi peut-être trop alarmiste? Est-ce que les médias n'en font pas trop? C'est ce qu'on reproche beaucoup aux médias en ce moment. Alors, entièrement d'accord avec ce que vient de dire Madame la rectrice. Il est évident que, pour l'heure, nous ne sommes pas en stade 3. Nous ne sommes pas, nous, localement, dans une région
pour l'heure où l'épidémie est vraiment prégnante, comme elle peut l'être dans certains départements, donc ces mesures ne sont pas prises. Il faut quand même savoir que la prise de ces mesures a quand même des conséquences, à la fois parce que nous redoutons toujours aussi que s'organisent finalement des gardes d'enfants collectives. Ce qui veut dire que c'est la même chose en termes de risque sanitaire qu'une école, bien sûr, parce que tous les parents n'ont pas la possibilité. Et il faut penser aussi qu'au passage au niveau 3, il faudra bien évidemment que nous puissions garder une opérationnalité d'un certain nombre de professionnels. Le plan 3, on le verra si on passe au plan 3, il y a un certain nombre de secteurs du pays qui sont prioritaires. Et donc ces secteurs-là, il faut quand même qu'on puisse avoir des papas et des mamans peut-être qui continuent leur activité professionnelle. En tout cas, il y a pas mal de personnes qui effectivement disent on est un peu trop alarmiste, attention, ce n'est juste qu'un virus. Et on va écouter un témoignage qui va dans ce sens, c'est Odile qui est infirmière. Je peux constater qu'avec le coronavirus, il y a des absences plus importantes en consultation et des annulations de dernière minute des interventions. Certaines personnes expriment clairement qu'ils ont peur à cause du coronavirus et d'autres trouvent des excuses parfois surprenantes. Sinon, en consultation, nous avons des masques que l'on peut proposer aux patients qui toussent dans la salle d'attente. On constate que certains patients viennent avec des masques alors qu'ils ne présentent pas de signes évidents tels la toux. Ils pensent se protéger ainsi. Quant au gel hydroalcoolique, nous en avions avant déjà. Pour cela, rien n'a changé. Au sein de la consultation, pour l'instant, nous ne prenons pas de précautions supplémentaires. Il faut surtout rassurer le public et dire qu'il s'agit d'un virus comme tant d'autres. Docteur Boulot ? Oui, tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire. C'est évident. Bon, pour l'heure, la doctrine concernant le port des masques est très claire. Des gens qui ne sont pas malades n'ont pas à porter de masque. On a également une question de Jennifer. Alors, Jennifer, elle habite à Limoges, elle travaille au CHU de Limoges. Elle pose la question suivante. Si on passe en phase 3, qu'est-ce qu'elle devient ? Est-ce que les salariés, va y avoir un impact sur les salariés du CHU ? Oui, vous voulez venir cette phase 3 en fait. Alors bon, pourquoi pas, c'est vrai parce qu'on peut penser qu'effectivement dans un établissement comme le CHU de Limoges, évidemment il sera concerné le premier. Alors une fois de plus, c'est finalement ces mesures de niveau 3 sont des mesures de bon sens en fait. C'est-à-dire que les établissements de santé comme le CHU ont déjà réactivé leur plan blanc en fait. C'est-à-dire qu'ils sont là, prêts, je dirais, à rappeler du personnel si une partie de leur personnel était malade. Parce que la difficulté, elle est là. C'est que pour soigner les malades, il faut des soignants et il faut que ces soignants soient à leur poste de travail. C'est pour ça que c'est un exercice difficile. Après, en fonction des postes occupés, il est bien évident que je ne sais pas si madame, je n'ai pas compris si c'est une soignante ou si c'est quelqu'un qui appartient... Une soignante, a priori. Alors, a priori, c'est une soignante. Voilà. Si c'est une soignante, bon, pour l'heure... il n'y a pas de mesure particulière à partir du moment où elle ne vient pas d'une zone à risque et à partir du moment où elle n'a pas de signes. Jacques, oui, vous avez une question. Madame a parlé du gel hydroalcoolique. Docteur, plus efficace que le lavage des mains ou pas ? Alors c'est une question qu'on nous pose toujours. Moi, je veux rappeler juste un peu comment a été inventé le gel hydroalcoolique. En fait, il a été inventé parce que c'est surtout pour le monde soignant, parce que le monde soignant doit se laver les mains de façon très très répétée. Et le gel peut abîmer la peau. Non, c'est pas ça, mais c'est que ça permet des fois à des soignants, quand ils ont une activité très importante, finalement, de gagner un peu de temps sur ce qu'est le lavage des mains. Je dirais que pour tous les gens qui ont 5 minutes, on se lave les mains correctement, tel qu'on nous le recommande. Vous savez, il y a... Avec du savon et entre les doigts. Alors, on va revenir dans quelques instants sur les bons gestes, effectivement, ces fameux gestes barrières. On a juste une autre question de Julien qui nous a laissé un message. Lui doit aller à Paris. Est-ce qu'on peut encore aujourd'hui aller à Paris quand on est en Nouvelle-Aquitaine sans trop de risques, ou est-ce qu'on peut annuler il vaut mieux annuler son voyage? C'est très compliqué de répondre à cette question-là, mais moi je vais vous répondre. En fait, les gens qui n'ont pas besoin de se déplacer, il est recommandé de ne pas se déplacer, surtout vers des zones un petit peu à risque, parce que il est évident pour tout le monde que s'il passe des heures dans le métro, vous avez un risque qui est probablement plus important que d'être, je dirais, dans nos campagnes limousines à l'heure actuelle. En revanche, on ne peut pas se faire rembourser son billet de train, Jacques. Confirmez-moi ça. Et non, parce que tant qu'il n'y a pas effectivement un arrêté qui interdit le déplacement ou qui dit que c'est une zone à risque avec donc des confinements, non, c'est pas possible, sauf si on a la possibilité, parce que c'est un billet
remboursable, mais si c'est non remboursable, ça va être très difficile. Ça va être compliqué. On reviendra justement sur toutes ces histoires d'annulation, de remboursement potentiel, etc. dans quelques instants. Mais d'abord, on en parlait, des bons gestes à suivre au quotidien. Eh bien, on va regarder ce qu'il faut faire en images. Coronavirus, on démêle le vrai du faux. On peut être contaminé en se promenant dans la rue. Vrai ou faux? Faux. Lorsqu'une personne éternue ou tousse, elle peut projeter des gouttelettes jusqu'à 1 mètre maximum. Si cette distance est respectée, pas de risque d'être contaminé. Porter un masque lorsqu'on est bien portant permet de se protéger des risques de contamination. Vrai ou faux? Vrai et faux. Le port du masque est recommandé pour les personnes présentant des symptômes d'infection respiratoire. Il n'est en revanche pas prouvé que le masque a un intérêt préventif pour les personnes saines. Il est donc préférable de laisser les masques aux personnes malades et aux personnes en contact avec les malades, indique le ministère de la Santé. Le virus peut être transmis par des pièces de monnaie ou des billets de banque. Vrai ou faux? Vrai, mais le risque est très faible. L'OMS explique que le coronavirus peut survivre sur des surfaces inertes et sèches pendant seulement quelques heures. Le risque d'être infecté par des billets de banque ou autres objets comme des colis postaux est donc très faible. On peut fabriquer son gel hydroalcoolique à la maison. Vrai ou faux? Faux. La fabrication de ce gel est réservée aux professionnels de santé, notamment les pharmaciens, qui pourront les commercialiser. Oui, il y a beaucoup d'idées fausses qui circulent concernant ce coronavirus. C'est important de les rappeler. Alors, les bons gestes, effectivement, on les rappelle aussi, se laver les mains, le petit gel hydroalcoolique. Pas mal de choses, effectivement, à propos de tout ce qui est préconisé, les masques, les petits gels. Oui, je crois que c'est exactement ce que l'on a, ce qui est dit là dans cette vidéo. C'est, les masques, quand on ne présente pas de symptômes, ils sont absolument inutile pour se protéger. Et le gel hydroalcoolique n'est pas plus efficace que le lavage des mains, comme vous disiez, docteur. C'est pour ceux qui sont pressés et qui font beaucoup de lavage. Donc je crois qu'il faut ne pas oublier les gestes simples, se laver les mains régulièrement, et ça, c'est très efficace. Et les gels, le prix des gels hydroalcooliques ont donc été encadrés, parce que c'est vrai que ça partait un peu dans tous les sens. Oui, alors ça, ils sont encadrés, ces gels, mais il ne faut pas se précipiter non plus, parce qu'il ne faut pas se dire « Ah, j'ai pas de gel, donc ça y est, je vais être infecté ». Non, du moment qu'on se lève les mains, c'est très important, et c'est cela qu'il faut faire régulièrement. Et puis ensuite, le prix des gels, faites attention, n'achetez pas des gels à n'importe quel prix. Normalement, c'est plus possible aujourd'hui, n'est-ce pas, docteur Boulot? Ah oui, le décret est sorti, mais c'est pas parce que le texte est sorti que dans l'immédiateté, tout le monde va baisser ses tarifs, mais j'espère en tous les cas. Voilà, c'est 2 € pour 50 millilitres, 3 € pour 100 millilitres, 5 € pour 300 millilitres et 15 € pour le litre. D'ailleurs, si vous faites le calcul, 300 millilitres, 5 €, 15 € pour le litre, il vaut mieux en acheter un litre directement, ça coûte moins cher. Mais ça, c'est le consommateur qui calcule. Delphine, vous en aviez, vous disiez? Alors moi, j'ai retrouvé un flacon chez moi que j'avais acheté à l'époque du H1N1. Et donc, il est périmé. Il y a une date. Il est toujours. Je peux toujours l'utiliser ou pas? Alors, ce genre de produit, s'il y a une date de péremption et qu'elle est dépassée, il vaut mieux le jeter. On ne peut pas dire autrement que de dire qu'il est probablement au minimum moins actif, peut-être pas. Donc attention à la fausse sécurité. Ce n'est pas une dérive commerciale. Et alors, vous avez aussi quelque chose qu'il faut bien dire aussi concernant le gel, c'est bien regarder sur le gel la quantité et le temps pendant lequel vous allez le passer, qui est précisé, parce que ça dépend de certains gels, et si vous ne faites pas ça, c'est inefficace. Alors on a une question. On a une question pour vous, Jean-Jacques, d'un téléspectateur. Oui, quelqu'un qui demande si les commandes qui viennent, les commandes qu'on a effectuées sur Internet, les commandes qui viennent de Chine, est-ce qu'il y a un risque, il y a quelque chose? La réponse était dans la vidéo. Là, la durée du virus est très faible. Il disait tout à l'heure sur les billets de banque 2 à 3 heures. Par contre, ce qui va se poser comme question, c'est est-ce que la date de livraison va être respectée? Alors ça, effectivement, ça sera un autre problème. Je suis d'accord. Alors, sur la durée de vie du virus, donc en dehors de l'organisme humain, effectivement, aujourd'hui, on pense quelques heures
peut-être 4, peu importe les chiffres, mais enfin quelques heures, pour un virus, je dirais, dangereux en fait, parce que la survie, je dirais un peu bête du virus, ça peut être beaucoup plus que ça sur un milieu inerte. Finalement, il y a peut-être une vertu à ce coronavirus, c'est de nous rappeler les règles d'hygiène fondamentales. Peut-être qu'on devrait, pour les adolescents, surtout pour les adolescents, mais pas que. Oui, plus que ça même, c'est vraiment de resituer les choses, parce que le principe de précaution maximum, ça ne sert à rien. Si vous prenez trop de précautions, vous bridez complètement votre vie, vous ne vivez plus et vous n'avez plus la possibilité de... on est dans une culture un peu compliquée, puisque d'un côté, par exemple, on a entendu des grandes campagnes refusant la vaccination pendant un temps sous prétexte que les maladies n'existaient plus. Et tout d'un coup, quand un virus, même pas trop dangereux, apparaît, on dit qu'il faudrait tout fermer, tout arrêter pour éviter la contamination. Donc on voit bien qu'on est dans quelque chose qui fonctionne au niveau psychique comme la non-maîtrise. Et puis on a une question sur Facebook de Jocelyne qui n'a pas été encore vaccinée contre la grippe et qui se demande si c'est dangereux. Si c'est dangereux de se faire vacciner. Est-ce qu'il faut se faire vacciner ? Est-ce qu'il faut attendre ? Si on n'est pas vacciné, est-ce que ça la nous vaccination protège ? contre la grippe, que nous appelons saisonnière, effectivement, n'a pas d'impact, ou du moins on ne mesure pas l'impact que ça a en termes de protection contre le coronavirus. C'est peut-être pas nul, mais ça on le sait pas. Hein, voilà. La règle pour nous en vaccination contre la grippe, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Même si là, il commence à être vraiment temps, parce que si ceux qui ont suivi la courbe épidémique de la grippe saisonnière, on est heureusement dans une phase de décroissance, ce qui est quand même une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'on peut penser que si on a une aggravation d'épidémie corona, mettons dans 8, 10, 15 jours, on n'aura pas à la fois un pic épidémique de corona et un pic épidémique de grippe saisonnière. Et est-ce qu'on peut avoir les deux en même temps ? Est-ce qu'on peut avoir la grippe saisonnière et qui peut engendrer le coronavirus ou oui, alors toujours, ça c'est une règle de biologie, c'est-à-dire que quand vous avez une infection qui diminue vos défenses immunitaires, vous pouvez attraper un autre microbe. Alors, je crois qu'on a une question écrite de Sandrine. Alors, c'est effectivement ça. Est-on protégé contre le coronavirus si on a eu la grippe ? Est-ce que ça marche comme ça ou pas ? Non. Je pense qu'on n'a pas d'éléments scientifiques actuellement ça pour le dire. On a aussi la question de Mathilde en vidéo qu'on va écouter tout de suite et on va tenter d'y répondre. Bonjour, je m'appelle Mathilde, j'ai 32 ans. Les enfants ont moins de risques d'avoir les symptômes du coronavirus. Mais pour être sûr qu'ils ne risquent pas d'infecter les plus fragiles, combien de temps doivent-ils éviter d'aller voir leurs grands-parents ? Alors, effectivement, ça c'est une règle qu'on nous donne depuis quelques jours. C'est pour effectivement préserver nos anciens, il faudrait que les enfants évitent d'aller les voir leurs grands-parents. Alors, pour détendre un peu, si on veut répondre précisément, il faudrait dire quand on sera au stade 4, c'est-à-dire que l'épidémie sera passée. Tant que le virus circule, il est bien évident que ce risque existe. On recommande quand même dès aujourd'hui, dès le niveau 2, que les enfants n'approche pas trop, si ce n'est pas nécessaire, les personnes à risque. Donc ça n'est pas que les personnes âgées. Ça aussi, Marie-Michel, il faut leur expliquer aux enfants pourquoi ils ne peuvent pas aller voir leurs grands-parents, notamment dans les maisons de retraite, mais même chez eux. C'est l'occasion de leur expliquer comment on se contamine, c'est l'occasion de leur expliquer l'importance des gestes qu'on fait, et que même si on sait bien laver les mains, même si on sait bien protéger, on n'est pas complètement indemne du virus forcément. Donc on ne va pas le transmettre à quelqu'un qui est plus fragile que soi et qu'on essaye de protéger. Donc on va appeler par téléphone, on va communiquer par tablette, on va employer tous les moyens pour maintenir les liens, mais pas le bisou, pas le câlin. Et ça, c'est parfois difficile pour les enfants, les petits-enfants en particulier, et même pour les adultes, on a l'habitude de se serrer la main, on le fait spontanément. Voilà, c'est pas non plus une catastrophe, il ne faut pas à chaque fois penser qu'on s'est contaminé. Voilà, je crois qu'il faut vraiment naviguer entre la psychose qui nous protégerait de tout, là où on va mettre un grand parapluie, on ne sera jamais à l'abri quand même, avec une tenue de scaphandre. Alors ça pose la question aussi, dans les établissements scolaires, effectivement, Anne Bizani-Faure, est-ce que des directives ont été données aux enseignants pour parler du virus aux enfants, que ce soit dans les maternelles, à l'école élémentaire ou dans les collèges-lycées ? Alors, on ne va pas parler a priori de directives, hein. C'est effectivement le bon sens, c'est le conseil pédagogique, par exemple dans les collèges et les lycées qui s'organisent là-dessus, et puis les écoles. Ça commence en effet par l'affiche et l'expliquer.
Donc oui, je suis certaine que dans les écoles en particulier, il y aura un temps. Je rejoins tout à fait ce qui a été dit sur le fait qu'il faut toujours prendre à partir d'un mal un bien, c'est-à-dire c'est des occasions, tant pour la dimension aussi d'hygiène que la dimension du contexte, mais aussi, je le redis bien, pour la continuité pédagogique, que la dimension, par exemple, d'exploiter au mieux, si ça devait devenir nécessaire, le numérique éducatif. Donc, tirer parti d'une actualité, c'est ce que nous faisons dans d'autres situations, pour des événements. Par exemple, hier, c'était la journée de la femme, par exemple. Eh bien, il y a des temps qui sont utilisés pour en parler. Donc, vous voyez, sans le dramatiser, effectivement, capitaliser sur l'instant pour en faire de la pédagogie, ça me paraît être effectivement le bon sens. Alors, sans forcément dramatiser, mais comment expliquer peut-être aux jeunes bacheliers, hein, on pense notamment eux, ils doivent s'inquiéter aujourd'hui de se dire si jamais nos lycées sont fermés, comment faire, même si effectivement il y a la solution du web, mais comment faire pour les rassurer aujourd'hui, les futurs bacheliers 2020 ? Alors déjà, si on se projette sur la période du mois de juin, je pense qu'on a quand même le temps d'arriver, comme le disait le docteur, au stade 4 de l'épidémie, c'est-à-dire à sa fin. Il y a en ce moment des réflexions de toute façon sur la façon de passer les examens, le cas échéant. Donc je ne vais pas répondre aujourd'hui, mais il ne faut surtout pas qu'ils s'inquiètent, il faut qu'ils soient au travail. Absolument. Oui, Marie-Michel. Oui, moi je voudrais revenir sur la question de l'angoisse que peuvent présenter les enfants face à cette information. Et il ne faut pas qu'on pense que c'est le coronavirus qui les inquiète ou même notre panique à nous d'adultes. S'ils sont inquiets, ça veut dire qu'ils ont derrière ça une anxiété pathologique. Si quand vous parlez avec eux, vous n'arrivez pas à rassurer vos enfants et s'ils ont peur, s'ils ont du mal à s'endormir ou s'ils vous parlent de la peur que papy ou mamie ne meure à cause du coronavirus, ça veut dire qu'il faut peut-être vous en servir comme quelque chose de positif et vous inquiéter de pourquoi votre enfant est anxieux comme ça. Ça peut révéler effectivement ça peut révéler, ça peut anxieux, être un facteur révélateur. Et par rapport aux adolescents, ça permet aussi de limiter leur toute-puissance. Non, tu ne peux pas tout faire, tu vois. Tu ne peux pas sortir comme tu veux. Tout le monde peut être amené à limiter. Donc on a vraiment là des principes éducatifs qui peuvent permettre d'aider les jeunes à grandir. Comment voir le verre à moitié plein, j'aime bien. On a une question encore. Oui, c'est Vanessa qui est avec nous par téléphone. Bonjour Vanessa. Bonjour. Bonjour Vanessa, vous êtes en Gironde et vous avez des enfants qui ont une particularité, ils sont asthmatiques, donc vous avez une question à poser, on vous écoute. Alors j'ai un enfant de 11 ans qui fait de l'asthme viro-induit, c'est-à-dire déclenché par un virus. Depuis 11 ans, donc depuis sa naissance. Nous faisons des cures thermales tous les étés. Il a des pneumopathies, il fait des pneumopathies, ça lui est arrivé encore l'année dernière. Donc forcément, on s'interroge un petit peu en tant que parent d'enfants asthmatiques à ce sujet. Du coup, moi, je n'ai pas mis à l'école mon fils ce matin. Pour ces raisons, parce que je n'avais pas forcément d'informations de la part de l'école. Et du coup, cet après-midi, voyez-vous, il va se garder tout seul à 11 ans parce que je dois aller travailler. Voilà, donc ma question concernait en fait le souci des enfants qui ont un problème de santé. Voilà, pour savoir si effectivement, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Est-ce qu'on a un droit de retrait pour ces enfants-là de l'école puisqu'on les sent vulnérables vis-à-vis de ce virus ou pas? Voilà, je ne sais pas si je suis claire, mais si, très clair, bien sûr. Bien sûr, Vanessa. Vous êtes très clair et je peux comprendre effectivement votre petite inquiétude. Simplement, je voulais rappeler aussi que la situation de votre fils, il n'y a pas besoin du coronavirus pour qu'il puisse attraper d'autres microbes qui peuvent circuler dans le milieu collectif qu'est l'école. Je le dis, finalement, les gens, je vais revenir à la grippe saisonnière. Aujourd'hui, les gens qui ne sont pas vaccinés contre la grippe saisonnière, ils ont sans doute beaucoup plus de chances peut-être d'attraper la grippe que d'attraper le coronavirus dans la situation actuelle. Donc c'est un risque, ce corona, qui se rajoute à d'autres risques. Alors, on a aussi donc, je comprends votre réaction, mais pour l'heure, on n'a pas donné cette consigne particulière en dehors. En tenant compte du fait que votre fils n'a pas de signe particulier clinique actuellement, voilà, il n'est pas, je pense.
Alors on a aussi pas mal de questions autour des voyages, et là c'est Jacques peut-être qui va nous répondre, notamment une téléspectatrice qui nous dit que sa fille doit partir au Pérou, donc elle a déjà acheté son billet d'avion. Il y en a beaucoup dans ce cas-là. Comment ça se passe? Est-ce qu'on est en droit de se dire aujourd'hui qu'on peut peut-être se faire rembourser nos billets d'avion si on annule nos voyages? On a une question en ce sens d'ailleurs sur la page Facebook de Joss, donc qui lui doit partir au Japon au mois de mai. Est-ce qu'il y a des risques d'annulation? Qu'est-ce qu'il faut faire? On a beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Jacques? Alors, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs cas. Si le voyage est annulé par le voyagiste ou par celui qui vous a vendu le forfait, là, il n'y a pas de problème. C'est un remboursement dans les 14 jours maximum. Si vous avez des doutes, bien là, c'est beaucoup plus complexe parce qu'il faut d'abord que vous voyez si le vol ou une partie du forfait peut être annulé. Si, d'autre part, le pays où vous allez est dans un événement exceptionnel et inévitable et qui, sur le lieu de destination, a des conséquences importantes sur la bonne exécution du contrat. Voilà le texte en lui-même. Et donc, ça veut dire que si vous voulez annuler, il faut voir si vous avez d'abord pris l'assurance annulation, si dans votre assurance annulation, l'épidémie est comprise, parce qu'il y a beaucoup d'assurances annulation dans lesquelles l'épidémie n'est pas comprise. Si vous l'avez également payé avec une carte bleue, vous regardez tout ça. Un site internet intéressant? Alors le site internet, c'est celui de Conseil aux voyageurs du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, www.diplomatie.gouv.fr, diplomatie avec un E. Hein. Merci Jacques. On a une dernière question. Oui, on a une question de Karine de Charente-Maritime qui doit aller voir David Hallyday en concert le jeudi 12 mars. C'est au Théâtre Femina de Bordeaux. Ce Théâtre Femina, c'est un peu plus léger, c'est une jauge de 1200 places. Alors, on s'est renseigné. Pour vous, vous pouvez pour le moment aller au concert, ce concert est maintenu, mais surtout, voilà, ne harcelez pas les organisateurs. Toutes les personnes qui ont pris leur billet seront contactées directement en cas d'annulation. Et une toute dernière question aussi qui va un peu dans ce sens-là. Une personne nous demande si dans les établissements finalement scolaires, les lycées notamment regroupant plus de 1000 élèves, est-ce que c'est pas contradictoire avec effectivement les nouvelles mesures prises par le gouvernement? Anne Bizani-Fort, peut-être en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous répondre? Alors, je pense qu'il faut vraiment distinguer des événements qui brassent un nombre de personnes important, effectivement, comme ça peut être le cas dans des établissements scolaires qui ont 1000 élèves, mais non connus, hors contexte, alors que dans les établissements, il y a les règles qui sont affichées et que tous les élèves sont connus, les personnels également, donc tout le monde est suivi si besoin. Donc pour moi, ça n'a rien à voir. Merci. Mais le docteur pourra compléter. En deux mots, parce qu'on termine l'émission. Mais alors peut-être de façon un petit peu humoristique, ça veut dire qu'on fermerait le CHU de Limoges, par exemple. Aussi, ce serait ballot. Ce serait ballot, effectivement. Merci beaucoup, Anne Bizani-Fort. Merci à tous les trois et merci à Delphine d'avoir participé à cette émission très spéciale. Merci à toutes les équipes en régie et en plateau qui ont préparé effectivement cette émission spéciale pour vous aujourd'hui. Si vous avez encore, et j'en suis sûre, des questions sur le coronavirus, un numéro de téléphone national est gratuit, c'est le 0800 130 000. N'hésitez surtout pas à poser vos questions pour essayer d'avoir des réponses. Merci encore une fois à tous. Je vous souhaite une très belle journée. Demain, on se retrouve pour une émission plus normale avec un invité de marque. Ce sera Pierre Bonte. Allez, bonne journée.